Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des Yurei, les fantômes ou esprits vengeurs du folklore japonais. En fait, je suis à peu près sûr que vous en connaissez déjà certains, via les œuvres de type J-horror. L'un des plus célèbres étant le fantôme ou la femme Yurei Sadako dans le film The Ring et ses différents remakes. Alors, dans cette émission, je vous propose de découvrir les spécificités des fantômes japonais et leur importance culturelle au pays du soleil levant. Au Japon, comme dans tous les autres pays du monde, on croyait, et dans une certaine mesure on croit encore, à l'existence d'une vie après la mort. Ainsi, lors du décès d'un proche, il existe des rites funéraires afin que l'âme du disparu, la tama, puisse trouver le repos. Si ces rites n'étaient pas respectés, cela pouvait engendrer des problèmes. Alors dans le shintoïsme, la religion traditionnelle du Japon, les âmes des morts aspirent à rejoindre le monde des esprits, le reikai, ou encore le shinkai, soit le monde des kami ou des divinités. Dans tous les cas, les anciens deviennent les gardiens ou les protecteurs de la famille et on leur dresse même un autel au sein de la maison afin de les honorer. Dans le bouddhisme, les esprits des défunts transmigraient de corps en corps dans un cycle karmique de réincarnation, la samsara, et ce jusqu'à ce que l'individu atteigne l'éveil spirituel et par extension le nirvana. Au Japon, ces deux systèmes de croyances cohabitent et se mélangent perpétuellement si l'on peut dire. Mais dans tous les cas, l'âme ou l'esprit des individus possède un destin propre par-delà la mort. Il existe cependant des cas particuliers où l'âme du mort se transforme en yurei. Si, lors de la mort du corps physique, l'âme est tourmentée par des remords, des souffrances, des chagrins ou encore une vive colère, il se peut que cette âme ne trouve pas le repos des shintoïstes ou encore ne se réincarne pas dans le nouveau cycle bouddhiste. Elle reste, pour ainsi dire, piégée à cheval entre le monde des vivants et des esprits, dans un lieu que l'on pourrait appeler les limbes. Cette situation peut arriver lorsque l'âme n'arrive pas à se détacher complètement du monde matériel. Il peut y avoir pour cela plusieurs raisons. Soit parce qu'elle n'accepte pas sa propre mort, soit que les rites funéraires ne furent pas effectués correctement, ou encore lorsqu'il lui reste des affaires à régler ici-bas. La tama, l'âme, devient alors une âme en peine, un fantôme ou encore un revenant. Au Japon, on les appelle yurei, et à ce stade de notre histoire, cela ne semble pas très différent des myriades de légendes que l'on trouve sur toute la planète. Cependant, les yurei possèdent quelques spécificités propres, liées bien sûr à la culture japonaise et au système religieux syncrétiste shinto-bouddhiste. Ainsi, si les histoires de fantômes sont légion dans nos contrées, ils ne sont pas spécifiquement inclus dans le cadre religieux du christianisme. L'Église tend même à nier d'une certaine façon l'existence des fantômes, considérant qu'il s'agirait en fait de démons prenant l'apparence d'un mort et donc jouant avec l'illusion. Au Japon, c'est l'inverse. Les yurei font partie intégrante de la culture shinto et des rites religieux spécifiques leur sont dédiés, aussi bien dans le shinto que dans le bouddhisme précisons-le. L'autre caractéristique notable est leur puissance. Bien loin d'être de simples revenants déambulants de façon hasardeuse, les yurei possèdent de grands pouvoirs, notamment celui de déclencher un tatari, une malédiction si vous préférez. Alors, dans un premier temps, dressons la carte d'identité des fantômes japonais. Le terme yurei signifie esprit sombre ou encore esprit maléfique. Ce sont les âmes des morts qui errent dans les limbes et ils peuvent tourmenter, hanter, posséder ou maudire les vivants. A noter que les yurei ne doivent pas être confondus avec les yokai, qui ne sont pas des esprits des morts, mais des esprits surnaturels formant un large panthéon à l'instar de nos fées, lutins et autres farfadets en Europe. Bien sûr, tout le monde ne devient pas un yurei après la mort. Il y a toujours des conditions particulières et ces dernières vont définir la nature du yurei. Par exemple, si les rites funéraires n'ont pas été effectués correctement, le mort peut revenir demander réparation pour ce manquement. Si les rites sont effectués a posteriori, le yurei pourra naturellement trouver le repos, et donc cette catégorie n'est en général
pas la plus dangereuse. Mais, dans la plupart des cas, l'esprit du mort reste attaché au monde matériel en raison d'émotions puissantes. Pour prendre quelques exemples, un sentiment d'injustice dont il fut la victime, un amour qu'il n'arrive pas à oublier, ou encore un puissant désir de vengeance. Pour l'exemple, si le défunt fut victime d'un assassinat, il peut venir réclamer vengeance et hanter son meurtrier jusqu'à ce que le crime soit puni. Et quelle que soit la raison qui pousse un défunt à revenir sous la forme d'un yurei, cet esprit sera attaché à un élément du monde matériel, comme un phylactère, et cela peut être une personne, un lieu ou même un objet. Dans le cas où il est lié à une personne, le yurei peut posséder sa victime et provoquer de graves troubles physiques et psychiques. Et les raisons de cette hantise peuvent être multiples, bien sûr, soit parce qu'ils veulent poursuivre leur existence sur Terre, ou encore pour maudire la personne en question. Un yurei peut également s'attacher à un objet, soit parce qu'il lui a appartenu de son vivant, soit parce qu'il lui reste une tâche inachevée liée de près ou de loin à cet objet. L'un des meilleurs exemples est celui du yurei Sadako, qui est lié à une vidéocassette dans la série de films The Ring. Enfin, les yurei peuvent posséder ou hanter un lieu, et les raisons sont encore une fois diverses. Lieu de leur mort, lieu d'un souvenir important, ou encore lié à une attraction particulière. L'un des meilleurs exemples de hantise pour un lieu par un yurei est la célèbre forêt des suicidés à Aokigahara. Notons quand même que les yurei ne sont pas automatiquement malveillants. Un yurei est avant tout un esprit en souffrance, et cette souffrance l'empêche de poursuivre son chemin dans le monde spirituel. Leurs hantises peuvent ainsi prendre des formes très variables. Cependant, leurs présences sont toujours problématiques. Bien qu'involontaires, cela impacte négativement les vivants, d'où l'importance de les exorciser. Lorsqu'une personne, un objet ou un lieu est victime d'un yurei, on dit qu'il y a un excès de yin, ou d'énergie négative, ce qui provoque des maladies, et voire même la mort dans certains cas. D'où l'importance de les chasser, même dans le cas où ils ne seraient pas malveillants, puisque involontairement, ils peuvent nuire. Dans les traditions japonaises, une personne qui est maudite par un yurei est touchée par un tatari. Et il convient de faire des rites de purification, le misogi par exemple, ou encore l'exorcisme arae pour s'en libérer. Bien sûr, suivant la puissance et la nature de l'esprit, les méthodes vont varier. La plus classique ou la plus commune et la plus simple consiste à utiliser un talisman de protection, un ofuda par exemple, afin de les repousser de la maison ou simplement protéger une personne de la possession. Cependant, le yurei ne sera pas anéanti et pourra continuer ses malveillances sur une autre personne ou reviendra lorsque le talisman aura perdu de son pouvoir. Alors, une méthode plus efficace pour en venir à bout, définitivement, consiste à identifier le motif de sa présence ou de sa vengeance et d'y apporter une solution. Il existe pour cela de nombreux médiums qui peuvent entrer en contact avec l'esprit et aussi lui demander les raisons de sa présence ou de sa souffrance. On peut rapprocher cela du spiritisme en Occident ou encore au passeur d'âme. Bien sûr, dans le cas où cela ne suffit pas ou que les actions nécessaires sont irréalisables, la méthode la plus radicale consiste à demander un rituel d'exorcisme via un kanushi, un prêtre shinto, ou encore un moine bouddhiste, ou encore un onmyoji, un adepte des sciences occultes japonaises. L'élément le plus caractéristique des fantômes japonais est leur apparence. Depuis l'époque Edo, soit entre 1603 et 1868, les yurei sont principalement représentés sous une apparence féminine portant un long kimono blanc. Elles ont le teint pâle, livide, caractéristique de la mort. Mais le plus curieux est qu'elles n'ont pas de jambes, elles semblent se déplacer en flottant sur le sol. Toujours représentées avec de longs cheveux noirs, ces femmes esprits portent aussi un itaikakushi, un capuchon triangulaire sur la tête. Cette nature spectrale des yurei est caractéristique des estampes japonaises du style ukiyo-e, qui montrent ces fantômes sous la forme de visions flottantes. Au niveau du vêtement, le kimono blanc, Shiroshozoku, marque aussi la référence au rite funéraire du shintoïsme. Les yurei portent ainsi leurs vêtements mortuaires. Et d'ailleurs, on retrouve ici une symbolique équivalente avec celle des fantômes européens, qui déambulent parfois avec leur linceul funéraire. Mais voyons maintenant quelques types de yurei spécifiquement.
Il nous faut préciser pour commencer qu'il existe plusieurs sous-catégories de yurei correspondant à leur fonction ou leur lieu de hantise. Les Japonais ont pour habitude de donner des noms spécifiques en rapport avec le type de hantise. Ainsi, nous allons trouver, par exemple, les Funa-yurei. Ce sont des esprits maléfiques, morts noyés dans les eaux et qui tentent de faire couler les navires ou de noyer ses occupants. Pour accomplir leur besogne, ils utilisent un ishaku, une sorte de louche qui leur sert à remplir d'eau les bateaux. On retrouve ici une analogie avec le mythe des sirènes chez les Grecs qui tentent d'ensorceler les marins. Dans la catégorie des Funa-yurei, l'un des cas les plus célèbres est celui des morts du clan Taira, morts noyés dans la bataille d'Anohura en 1185. Pour les faire fuir ou protéger les navires, il fallait remuer l'eau à l'aide d'un bâton ou encore leur lancer des odango, des boulettes à base de riz gluant. Ensuite, en deuxième catégorie, nous trouvons les ubume, qui sont des femmes mortes en couche. Alors elles déambulent avec un enfant dans leurs bras et demandent l'aide des passants afin qu'ils tiennent leurs enfants quelques instants pour les soulager. C'est alors que l'ubume disparaît soudainement et que l'enfant se met à grossir démesurément dans les bras du bienfaiteur. Finalement, au bout de quelques instants, l'enfant se métamorphose en rocher et peut écraser la personne qui avait proposé son aide. Alors précisons quand même que ces yurei ne sont pas forcément maléfiques, mais sont en réalité piégés dans un cycle de souffrance infinie, en général lié à la perte de l'enfant. Alors ensuite, nous trouvons les goryo, des yurei de personnes nobles ou aristocratiques. Ces yurei sont particulièrement puissants et sont à la frontière avec le monde des kami, des divinités. Ils peuvent déclencher des tsunamis, des sécheresses et bien d'autres catastrophes. Alors évidemment, ils sont difficiles à exorciser, et pour cela on sollicite des yamabushi, les adeptes du shugendo, une tradition mystique des montagnes japonaises, pour ces tâches d'exorcisme complexes. À titre d'exemple, voici l'histoire de l'un des plus célèbres goryo. Le fonctionnaire du gouvernement, Shugawara no Michizane, est tué dans un complot ourdi par un membre rival du clan Fujiwara. Dans les années qui suivent sa mort, la capitale est affectée de fortes pluies et d'éclairs et son principal adversaire, Fujiwara ainsi que le prince héritier de l'empereur Daigo vont mourir soudainement, tandis que des incendies causés par la foudre et des inondations détruisent un grand nombre de résidences. La cour en tire les conclusions logiques, que ces troubles ont été causés par l'esprit en colère de Michizane. Pour l'apaiser, l'empereur fait restaurer tous ses anciens bureaux et fait également brûler l'ordre officiel de son exil et le promet au second rang supérieur. Mais cela ne suffit pas, et 70 ans plus tard, il est élevé au poste de ministre des Affaires suprêmes et déifié en tant que Tenjin o Kami, qui signifie la divinité céleste. Il devient le dieu protecteur de la calligraphie, de la poésie et de ceux qui souffrent de l'injustice, et un sanctuaire est créé à son service à Kitano. Avec le soutien du gouvernement, il est immédiatement élevé au premier rang du sanctuaire officiel. On trouve encore de nombreux récits de goryo à la cour impériale. L'un des plus célèbres est celle de l'empereur Kamu, qui est hanté par son frère, le prince Sawara. Dans un premier temps, Kamu transfère son palais dans la ville de Kyoto pour échapper à la malédiction de Yurei. Mais ce dernier va suivre la cour dans son nouveau palais. Alors, pour résorber la colère du fantôme, l'empereur octroie le titre posthume d'empereur à Sawara, qui devient Sudo Tenno. Enfin, pour terminer, la dernière catégorie de yurei, et certainement la plus célèbre, ce sont bien sûr les Zonryo. Ce sont les esprits vengeurs, ceux qui causent de nombreux dommages dans le monde des vivants, et dans le cinéma japonais, Sadako de The Ring est l'exemple parfait du Onryo. En général, ce sont des esprits qui ont souffert de leur vivant et exercent leur vengeance depuis l'au-delà. Ils provoquent la maladie, des incendies, la mort ou encore des souffrances psychologiques. Il existe des centaines d'exemples dans la littérature, mais l'un des plus célèbres nous vient du Yotsuya Kaiden, où on nous raconte l'histoire de Oiwa, une jeune femme trahie par son époux. Un jour, un samouraï sans fortune du nom de Lemon tue un homme et parvient à épouser sa fille, l'abeille Oiwa, dans le but de récupérer les possessions du père. Quelques années plus tard, Lemon tombe sous le charme d'une autre femme, Ume, elle-même de haute condition sociale. Attiré par la richesse, Lemon ne tarde pas à délaisser son épouse pour sa maîtresse. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ume, de nature méchante, jalouse, offre un cadeau à Oiwa.
c'est en fait un poison qui va la défigurer et lui imposer de profondes souffrances. Lemon, épouvanté par la nouvelle apparence de sa femme, la déshonore et la quitte pour épouser Ume. Oiwa, seul, défiguré et trahi, n'a qu'un seul désir, la vengeance. Et quelque temps plus tard, elle finit par mourir, accidentellement. C'est là qu'elle va devenir un Yurei, avide de vengeance et donc un Onryo. De là, elle va hanter la maison de son ancien mari et de sa nouvelle épouse, et elle les persécute en permanence au point de les rendre fous. La malédiction faisant son œuvre, Lemon va finir par assassiner sa nouvelle épouse et lui-même se fera tuer par le frère d'Oiwa. Dans le même esprit, nous avons une sous-catégorie de Yurei, sous le nom de Jibakurei, qui sont en fait eux-mêmes des Onryo, mais leur spécificité sont qu'ils hantent un lieu précis et y imposent un tatari, une sorte de malédiction qui piège toute personne qui y pénètre sur le territoire de Yurei. Alors par exemple, dans le cinéma japonais, Kayako de The Grudge est un exemple de Jibakurei. On trouve une grande quantité de lieux hantés au Japon. Cela va de la simple maison hantée, lieu d'un suicide ou d'un drame particulier, mais nous trouvons aussi les anciens champs de bataille. De façon plus moderne, les sites liés à de graves événements, du type Hiroshima ou Tohaku, sont en général des lieux que l'on considère comme hantés. De ce fait, il existe parfois des cérémonies publiques afin d'exorciser les lieux. Alors bien sûr, suivant la catégorie de Yurei auquel nous avons affaire, les rites d'exorcisme et les talismans de protection peuvent être tout à fait différents. Dans les cas les plus graves, pour les Onryo ou encore les Jibakurei, les Japonais sollicitent en général au choix soit un adepte de l'Omyodo, les sciences occultes japonaises, ou encore un Yababushi, les moines sorciers des montagnes. Mais maintenant, voyons l'impact culturel des Yurei au sein de la société japonaise. Si le Japon, à l'instar de la plupart des pays développés, connaît une baisse des effectifs religieux, il n'empêche que le folklore et les superstitions sont encore extrêmement présents. Ainsi, le Japon est sans nul doute le paradis des histoires de fantômes, elles sont innombrables, anciennes et ne se démodent pas. Aujourd'hui, le cinéma de la J-horror leur fait une bonne place. Cependant, les Yurei n'ont pas attendu l'invention de la télévision et du cinéma pour terrifier les Japonais. On retrouve déjà de nombreuses histoires de fantômes dans les textes anciens. Déjà, lors de la période du Japon antique, la période Heian, ces histoires étaient fréquentes. On en retrouve notamment une dans le Shoku Nihonki, où on nous y parle d'un esprit d'un mort, Fujiwara Hirotsugu, qui aurait tué par-delà la mort le prêtre Gembo via une hantise. De la même façon, lors de la mort de personnages importants, on redoutait que ces derniers ne reviennent hanter les vivants. C'est ainsi que fut créée une branche de la religion Shinto, le Goryo Shinko, qui avait pour fonction d'administrer des sanctuaires afin d'apaiser la colère des esprits des morts pour qu'ils ne deviennent pas des Yurei. Le plus célèbre d'entre eux est le Yasukuni Jinga, le sanctuaire des esprits apaisés. On y célèbre des rites afin de rendre hommage à tous les Japonais morts pour défendre la patrie, mais aussi afin que ces derniers ne gardent pas de rancune envers les vivants. Sur le champ de bataille, des monuments sont construits par les vainqueurs afin de célébrer la mémoire des morts, même du clan ennemi, afin que ces derniers ne viennent pas réclamer vengeance sous la forme de Yurei. Alors, une autre curiosité concerne le suicide rituel japonais, le seppuku. Le samouraï qui rachète son honneur avec ce rituel ne deviendra de fait pas un Yurei, car il meurt en paix avec lui-même et sera honoré pour son acte de bravoure. Alors, au gré des siècles, les histoires de fantômes deviennent de plus en plus nombreuses au point qu'elles finiront par former un style littéraire au cours de la période Edo, connu sous le nom de Kaidan. Le théâtre va également mettre en scène des fantômes, notamment dans le cadre du kabuki et du théâtre no. On parle alors de Kaidan Mono, et c'est dans ce cadre que l'apparence actuelle des Yurei a pris naissance, notamment avec le maquillage spécifique des acteurs, leur donnant une apparence terrifiante. De nos jours, le J-horror est directement hérité de ces anciennes pièces de théâtre. Dans un autre registre, bien au-delà des simples œuvres artistiques, les Yurei sont présents dans la vie du quotidien des Japonais. Chaque année, les habitants de l'archipel célèbrent Yurei no Hi, la fête des Yurei, le 26 juillet.
Les yurei sont aussi présents dans le cadre de Obon Matsuri, où l'on célèbre les esprits des morts ou des ancêtres. Des rites bouddhistes sont organisés afin que les morts trouvent le repos et poursuivent leur voyage dans le monde des esprits et se réincarnent. On comprend aisément que la fête américaine d'Halloween ait rapidement gagné du succès au Japon, chacun pouvant alors prendre le rôle de leur yurei préféré et jouer à se faire peur. D'ailleurs, bien avant la conquête d'Halloween, les Japonais avaient déjà trouvé matière à se divertir et à se faire peur avec les yurei. C'est lors de la période d'Edo que fut inventé le jeu du rassemblement des 100 contes fantastiques, Yaku Monotogari Kaidankai. Ce jeu se déroule avec des règles strictes et surtout un enchevêtrement de 3 pièces et il n'y a pas de nombre de joueurs précis. Mais c'est plus facile lorsque l'assemblée est un petit peu garnie. Les participants se réunissent à la tombée de la nuit et installent 100 handon, des lampes de papier dans une pièce sans aucune autre lumière. Dans la même pièce, sur une table, est déposé un miroir qui reflète les 100 lumières. Dans une pièce voisine, chacun des participants raconte à tour de rôle une histoire de fantôme, une rencontre surnaturelle ou encore un récit dans le même esprit. À chaque fois qu'un membre du groupe termine une histoire, il se rend dans la pièce aux chandelles et éteint l'une des lampes de papier et ensuite il regarde dans le miroir si un esprit apparaît. Progressivement, à chacune des 100 histoires, la pièce devient de plus en plus sombre. Lors de l'arrivée de la 100e histoire, plongés dans l'obscurité, les esprits sont censés se manifester. C'est pour cela que le jeu s'arrête habituellement à la 99e histoire, afin de ne pas trop tenter le diable. Habituellement, la pièce où se trouvent les participants est protégée par un certain nombre de talismans des Ofuda afin de les prémunir des influences maléfiques. La pièce où se trouvent les chandelles fait office de sanctuaire et c'est ici que les esprits sont censés se manifester, d'où l'épreuve qui consiste à s'y rendre seul pour éteindre une lampe de papier et regarder dans le miroir. La deuxième pièce n'a qu'une fonction en fait de séparation entre la pièce des chandelles et celle des compteurs. Pour la petite anecdote, je me suis moi-même plusieurs fois adonné à ce type de jeu lors de mon adolescence, avec une bande d'amis. Malheureusement, nous n'avons jamais réussi à atteindre la 100e histoire. Par peur pour certains, par manque d'inspiration pour les histoires pour d'autres, mais en tout cas, je vous le dis, ce n'est pas une mince affaire que de raconter déjà 50 histoires horrifiques dans un noir quasi complet. En tout cas, ce jeu est resté très populaire dans le Japon actuel. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, et comme à l'accoutumée, pensez à me noter en commentaire les prochains sujets que vous aimeriez que je traite dans de futures vidéos. Alors également, si vous me découvrez aujourd'hui avec cette vidéo, je m'appelle Ludovic Richer et je propose des émissions sur l'histoire, les traditions ésotériques, la mythologie et les sciences occultes toutes les semaines, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, portez-vous bien et à très bientôt.